ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le travail qui a été fait au niveau européen. Alors, c'est une mise à jour parce qu'il y a déjà eu, il y a 6 ans, un premier guide, des premières recommandations qui étaient sorties, mais qui étaient une recommandation générale. Et là, il a fallu retravailler un peu ces recommandations. Donc, c'est pour ça que c'est une mise à jour de ces recommandations-là, qui sont faites par l'ECDC. Alors, si vous connaissez l'ECDC, ce qui est un petit peu l'Office européen de tout ce qui est maladies infectieuses. Donc, c'est eux qui gèrent toutes les maladies infectieuses sur le plan européen, puisqu'ils ont des points focaux dans toutes les grandes villes, tous les pays européens. Et EUDA, maintenant, qui est l'ex-EMCDDA, qui s'occupe de tout ce qui est drogue et addiction, qui est basé à Lisbonne. Donc, ces deux institutions ont eu la commande du Conseil de l'Europe de faire des recommandations pour les prisons, parce que c'est souvent le milieu qui est oublié dans la ville. Quand on veut parler de ville sans sida ou de ville sans hépatite, si vous ne traitez pas la prison, vous n'aurez jamais une ville propre, on va dire, entre guillemets. Donc, il faudrait que aussi on aille s'occuper de là où se trouve le virus aujourd'hui, dans les squats peut-être aussi, travailleurs de sexe, un peu partout. Il faut aller partout les chercher. Si on attend qu'ils viennent nous voir, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et la deuxième, on a travaillé aussi avec l'INCHU. INCHU, je ne sais pas si vous connaissez l'INCHU, qui est un peu maintenant le congrès, un petit peu le congrès mondial sur les hépatites C chez l'usager de drogue. Donc c'est vraiment une grande institution aujourd'hui qui travaille sur l'élimination d'hépatite C aussi. Et avec les Australiens qui sont beaucoup en avance. Donc tous ces organismes sont mis ensemble pour ensuite pouvoir sortir ces guidelines. Voilà. Et en tant que fédération européenne aussi, donc nous on a participé directement à ces recommandations parce que nous sommes du terrain. Donc on peut confier à des institutions de faire de la recherche, mais s'ils ne travaillent pas avec le terrain, c'est un petit peu difficile. Donc c'est grâce à toute cette collaboration qu'on a réussi un petit peu à sortir donc, ce guide-là, éliminer donc, les hépatites virales qui sont vraiment une priorité de santé publique de droits humains. Alors ce guide-là, vous pouvez le recevoir, vous pouvez le voir sur Internet, je vous donnerai tout à l'heure le lien. Donc les hépatites B, pourquoi elles sont parmi les principales causes de cirrhose et de cancer du foie. Elles causent chaque année 1,3 million de décès dans le monde, alors que les traitements efficaces existent. Et les prisons concentrent une population particulièrement vulnérable. Agir aussi en prison est essentiel à la santé publique. C'est ce qui nous a amené à travailler sur le toolkit, sur la boîte à outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Or, cette boîte à outils, elle est très vaste, très générale. Elle est pour tous les pays européens, parce que on n'est pas tous aux mêmes égalités. Ça veut dire qu'en même temps, dans certains pays, on aura besoin de dépistage, dans d'autres, c'est le traitement, dans d'autres, c'est la réduction des risques. Donc, dans cette boîte à outils, on peut tout trouver dedans. Et chaque pays, chaque prison, chaque institution peut aller piocher dedans ce qui lui manque pour pouvoir compléter son travail. C'est ça l'idée. Et l'idée de la journée aujourd'hui, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, c'est bien aussi d'avoir des prisons de la région PACA qui vont parler de leur expérience. Et chaque fois, on va voir sur chaque thème le dépistage, comment améliorer le dépistage, sur le traitement, comment améliorer la mise en traitement, et sur le suivi à la sortie, comment améliorer. Donc chaque fois, chaque prison, chacun peut s'adapter avec cette boîte à outils pour mieux développer ce qu'il fait. Alors, l'élaboration, je passe très rapidement, donc la mise en place d'une équipe qui était dirigée. Ensuite, travailler avec les Australiens, l'Université du Pise et avec l'INCHU. Et donc, il y a eu plusieurs stades avant d'arriver à ce guide que vous allez voir tout de suite. Donc, la structure de la boîte à outils, je n'ai pas tout traduit, désolé, mais la structure de la boîte à outils, c'était quoi? C'est en quatre stades, éliminer les hépatites virales dans les prisons, développer la stratégie, la mise en œuvre de la stratégie et le monitoring, comment suivre tout ça. Donc c'est comme ça qu'il va structurer le guide. Et voilà, donc vous allez sur la page Internet, sur la page web que vous cherchez, vous tapez simplement Toolkit par exemple, vous tapez élimination hépatite C Toolkit, vous allez avoir cette page-là. Et sur cette page, vous avez 4 thèmes que vous allez avoir en bas, qu'on va développer, que je vais rapidement vous développer, mais chaque fois vous avez un thème différent et vous pouvez aller choisir dedans tout ce qui peut vous intéresser. Alors c'est en anglais par contre, donc il faudrait. Voilà. Donc la première partie qu'on a, c'est le monitoring et l'évaluation. Donc comment le contexte qu'on a fait, pourquoi sur les hépatites dans les prisons, comment on peut éliminer, quelles sont les situations en Europe. Donc toutes ces questions ont été posées. Et sur la première partie, donc vous pouvez trouver toutes les réponses à ces questions-là. Dans le monde, ils disent environ 254 millions de personnes vivent avec le VHB, 50 millions avec le VHC. La mortalité annuelle atteint 1,3 million de décès, comparable à celle du VIH, de la tuberculose ou du paludisme. Donc ça devient aujourd'hui. Alors vous savez qu'il y a le Fonds mondial
jusqu'à maintenant, était encore un focus sur tuberculose, paludisme et VIH. Voilà. Donc là, on espère que le Fonds mondial va ouvrir aussi les hépatites à ça, parce que pendant très longtemps, on pensait que ce n'était pas si grave que ça, et parce qu'on ne voyait pas les gens mourir, comme dans le VIH à l'époque, hein, on ne voyait pas les gens mourir du paludisme. Donc, comme on avait le temps de mourir, donc en fait, on ne s'occupait pas trop du VIH, de l'hépatite, parce qu'on avait soi-disant 25 ans d'évolution avant de mourir, donc on n'a jamais eu de situation d'urgence. Hein, c'est un peu le parent pauvre, un petit peu des maladies infectieuses. En Europe, c'est 10 millions d'habitants qui vivent avec le VHB et 8 millions avec le VHC, et la majorité ne sont pas diagnostiqués. Voilà. Très souvent, on pense que, quand je vois des chiffres sortir, parfois, il reste encore 70 000 personnes à traiter en France. Je me demande toujours comment on sort 70 000 personnes. Je veux bien qu'on fasse des modèles économiques ou des modèles scientifiques, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Voilà. Et donc, surtout, donc un frein majeur à l'élimination, les hépatites touchent fortement ces usagers de drogue injectables, on le sait. Certains groupes de migrants, pas parce qu'ils sont migrants, parce qu'ils sont éloignés du système de soins. C'est ça qu'il faut se dire, hein, parce qu'on a l'impression que le migrant vient avec toutes les maladies possibles, imaginables. Non, le migrant il se cache, le migrant on ne le voit pas, et donc le migrant peut être plus facilement sensible aux transmissions et sensible aux contaminations. Et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et bien sûr les personnes incarcérées qui, eux, cumulent un peu la vulnérabilité et ils sont moins accès aux soins. Ça, c'est pour vous dire l'usage de drogue dans les prisons. Donc, c'est une étude européenne qu'on fait tous les ans, qui est intéressante parce que dans tous les pays européens, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise, il y a ces drogues-là. Donc, on fait un focus sur les 4 points, cannabis, cocaïne, amphétamine, héroïne, et vous voyez, en fonction des pays, ils utilisent plus ou moins une drogue, c'est vrai, et on fait l'évolution, on suit cette évolution tous les ans avec EUDA, et on voit bien que parfois, ça suit la société, hein, parce que c'est des études-là qui ont été faites sur les usés sortant de prison. Donc on fait comme pour la population générale, on fait pareil pour les prisons, et on peut voir ainsi de suite, d'une année à l'autre, qu'est-ce qui est comme nouveau drogue, ou qu'est-ce qui est comme nouvelle contamination, pour pouvoir agir sur ces personnes. Donc ne pas suivre, ne pas connaître, on ne peut pas agir si on ne connaît pas la population dont on est en charge. Donc là aussi, pour vous montrer que, vous parliez tout à l'heure, Mme Rubéral nous disait, les peines courtes, c'est 52% qui sont très importants, qui sont inférieurs à 5 ans, et un taux de récidive très élevé, et ça c'est une moyenne pour toute l'Europe. D'accord ? Et là, on vous a mis un petit peu la prévalence des consommations en Europe, dans les prisons et en population générale. Vous voyez, par exemple, pour l'héroïne, hein, 36%, moins d'1% pour la population générale. Pour les amphétamines, 47 et 8, donc on n'est pas très concerné en France, mais dans beaucoup de pays de l'Est, les amphétamines restent encore la drogue la plus utilisée. La cocaïne, bien sûr, 7 fois plus, et le cannabis, 2 fois plus. Et on sait que les prisons vont amplifier. Pourquoi vont amplifier ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la surpopulation. En France, je pense qu'on a dépassé les 85 000 personnes détenues aujourd'hui. Le partage du matériel, les tatouages, les rapports sexuels non protégés. C'est tout ça en même temps, mais ça reste aussi, et c'est un peu notre travail qu'on essaie de faire, c'est aussi une opportunité unique, ça veut dire on a des soignants en prison, on a des personnels soignants en prison, et donc peut-être aussi l'occasion de dépister et de traiter des personnes qui n'auraient pas accès aux soins ailleurs. La prévalence, on en parlait tout à l'heure, elle est très importante, que ce soit pour le VIH ou pour l'hépatite C, vous voyez, dans certains pays, qui peuvent atteindre 50% de la population carcérale dans certains pays. Donc ça reste quand même des chiffres très alarmants sur le plan européen. Et le dernier livre qui est sorti, là, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le télécharger directement. C'est les prisons et drogues en Europe. Vous avez un peu tous les chiffres que vous voulez sur les consommations, sur les dépistages et sur les traitements. Le deuxième chapitre du livre, donc c'est stratégie, l'élaboration de la stratégie, qui, elle, va avoir une vue d'ensemble sur la politique et le soin centré sur la personne. Là, il y a eu 5 étapes clés. Donc, dans ce toolkit, là, vous avez, dans le prototype, vous avez 5 étapes clés. Identifier les parties prenantes avec qui travailler, réaliser une évaluation des besoins de santé, élaborer une stratégie, fixer des objectifs et suivre les progrès, et monter une équipe pluridisciplinaire pour suivre tout ça. Donc, les parties prenantes, c'est quoi ? C'est la réussite repose sur l'implication du ministère de la Justice et du ministère de la Santé. Ça, c'est très important. Parce qu'en France, malheureusement, en France, on a toutes les lois qu'on a sur la santé au milieu carcéral nous disent à chaque fois adaptées au milieu carcéral. Alors, ça ne veut rien dire du tout, mais ça veut aussi, c'est plus bloquant qu'autre chose, parce qu'adapté au milieu carcéral, chaque chef d'établissement s'adapte à lui-même. Il n'y a pas, c'est pas national. C'est-à-dire, demain, on ne va pas nous dire,
pour le milieu carcéral, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, chaque chef d'établissement est responsable de l'établissement, est responsable de dire quelles sont les contraintes qu'il veut, qu'il ne veut pas. Mais bon, il faudrait quand même les impliquer, les personnels de santé en prison, les personnels détenus, bien sûr, il ne faut pas les oublier, et la société civile. Les besoins, c'est connaître la prévalence locale, et c'est là où le bas blesse. En France, je pense que dans les prisons, on est à moins de 40% des personnes dépistées en moyenne. Alors c'est peut-être un peu plus que la population générale, pour une fois on fait mieux que la population générale, mais ça reste très insuffisant si on veut aller plus loin dans l'élimination et dans la recherche. Et on verra tout à l'heure le tableau. Vous voyez qu'en Europe c'est un peu différent, il y a certains pays qui sont de très bons élèves, le Luxembourg, bon il est petit certes, mais il est meilleur élève par exemple, l'Espagne par exemple aussi pareil, la France en est un petit peu en retard pour ça. Donc connaître un petit peu la population, les caractéristiques de la population carcérale, bien sûr, les services qui existent aujourd'hui, quelles sont les lacunes qu'on a et comment on peut adapter aux réalités locales. On a aussi montré quelques exemples de stratégies, l'Espagne, Montpellier, l'Australie, qui ont des programmes associés de dépistage et traitement massif en prison. Et on a démontré qu'il est possible de réduire rapidement la transmission avec une politique de réduction des risques. Ça, c'est très important. La troisième partie, c'est la stratégie, comment implémenter, comment mettre en place donc, ces stratégies. Donc on va revenir à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire prévention. Alors, il y a 4 choses importantes. C'est la prévention, donc ça c'est la chose la plus importante. Après, dépistage et traitement. Donc arrêter de faire des cascades, de faire 5-6 étapes. On dépiste, on traite rapidement. Et bien sûr, le suivi à la sortie. Donc voilà, l'accompagnement de sortie reste des modèles. Et on a pris quelques modèles européens. La prévention, elle repose sur la vaccination contre l'hépatite B. On l'oublie souvent. L'accès aux préservatifs, le programme de réduction des risques, donc matériel stérile, échange de seringues. Et aujourd'hui, l'échange de seringues, par exemple, dans la prison dans laquelle j'interviens, elle est devenue moins importante que les pipes à crack. Par exemple, on distribue aujourd'hui, on va dire, 10 fois plus de pipes à crack que de seringues. Voilà. Et il y a 5 ans en arrière, c'était 10 fois plus de seringues que de pipes à crack. Vous voyez comme quoi, quand les consommations changent, on est obligé de s'adapter à la consommation locale. Sur le dépistage, je vous parlais donc, il faudrait qu'il soit systématiquement et volontaire, bien sûr, avec le consentement éclairé de la personne. Et vous voyez un petit peu, là, il y a quelques pays qui sont bons. En France, on n'est pas très très bon dans le dépistage. Sur le plan européen, quand on regarde le taux de personnes dépistées dans les prisons. On peut aussi avoir les tests rapides. Alors les tests rapides, tout à l'heure on en a parlé, mais les tests rapides en prison, ça reste un peu compliqué. Voilà, parce que on a l'impression que c'est simple, c'est vrai, c'est très facile, c'est très simple. Mais dans une unité sanitaire, par exemple à Villeneuve-les-Maglones, je pense que Beaumet c'est pareil, vous recevez 200 personnes par jour. 200 personnes par jour. Entre l'infirmière, le médecin, le psychiatre, le psychologue, les gens qui attendent, les surveillants qui vous font faites vite, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Faire un test, attendre 20 minutes, faire attendre la personne 20 minutes, la recevoir dans 20 minutes après pour dire on va vous faire une prise de sang, c'est du temps perdu. On ne peut pas. On le fait quand on peut, mais ça reste un accès difficile. Les buvards, pour ceux qui connaissent, c'est un peu plus facile les buvards, parce que vous allez avoir et le virus B, virus C, le VIH, et la confirmation ARN et la confirmation si besoin. Et là, c'est encore déjà plus complet. Et si on peut coupler l'ARN dès le début, même si on fait une prise de sang ou on fait quelque chose, c'est l'ARN qui va vraiment être le moteur et pas perdre du temps. Comme on disait tout à l'heure, vous convoquez une personne, vous lui faites une sérologie, elle est peut-être positive sérologie, le fait de la reconvoquer, elle ne vient pas, il y a des pertes de vue même en prison, parce que des personnes ne savent pas pourquoi on les convoque et ils ne veulent pas toujours venir en milieu carcéral. Donc il faut faire attention. Et donc le couplage anticorps ARN vraiment permet d'aller plus vite si on arrive à le faire. Et il faut avoir systématiquement demander l'ARN quand vous demandez une sérologie. Le traitement, bien sûr, aujourd'hui, bon, on va en parler un petit peu tranquillement tout à l'heure, mais on a le traitement des hépatites B qui marche maintenant, au moins qui peuvent contrôler l'infection. Et pour l'hépatite C, on sait qu'il y a plus de 95% aujourd'hui avec un traitement simple, une prise à jour entre 8 et 12 semaines. Et là aussi, quand on regarde au niveau du traitement, il y a quelques pays qui sont un petit peu mieux que nous. Donc nous en France, on n'a pas donné des datas. On n'a pas donné des datas à l'Europe, alors qu'on a le point focal. Le point focal en France, c'est le FDT. Donc le FDT, c'est lui qui doit rendre compte à EUDA, à Lisbonne, des chiffres. Voilà. EUDA n'a pas le droit, ne peut pas se permettre de prendre les chiffres que nous, on peut leur donner, si ce n'est pas officiellement le gouvernement qui leur donne. Et chez nous, officiellement, c'est
ou FDT qui donne les chiffres. Et le FDT n'a pas de chiffres pour la France, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas donner les chiffres. Donc on est un petit peu en retard, je pense, par rapport aux autres. Alors, quelques modèles, les 5 modèles qu'on a pris pour faire ce travail-là, que nous avons pris comme exemple. Donc, vous avez en Espagne, Ocaña, le Luxembourg, Berlin, Milan et Montpellier qui ont été pris. Les premiers qu'on a pris en exemple ici, c'est Berlin. Berlin, pourquoi? C'était une prison de femmes, donc il a fallu aussi voir dans une prison de femmes, on disait tout à l'heure, le taux de prévalence est bien plus élevé que chez les hommes, même si, sur le plan européen, en prison, les femmes représentent 4% de la population générale, donc 4%. Et sur ces 4%-là, la prévalence est bien plus élevée, parfois 2 fois plus élevée chez la femme que chez l'homme. Donc, on avait pris comme exemple l'exemple de Berlin. Le deuxième exemple, c'était Luxembourg. Donc, Luxembourg, c'était facile, hein, c'est qu'une seule prison, un petit pays. Mais eux, ils ont tout fait. Donc, ils font un dépistage. Ils ont arrivé à un beau taux de dépistage. Très bon taux de traitement, très bon taux de suivi. Donc, ils ont vraiment les bons élèves. Ils ont mis la réduction des risques. Ensuite, on a pris Milan. Milan, parce qu'ils ont très, très axé sur les vaccins. Donc, vaccins hépatite A, hépatite B. Donc, vraiment un taux de réussite sur les vaccinations qui est très, très importante. Ensuite, vous avez la prison d'Ocaña en Espagne. Alors, eux, ils ont développé la télémédecine, c'est ce qui a bien marché. Donc, ils sont arrivés à avoir plus de 90% de dépistage, voire 95% de dépistage. Et toutes les personnes dépistées positives sont systématiquement en télémédecine avec le centre d'hépatogastro, rapidement. Au moins une fois, l'ordonnance est faite et ils sont arrivés à traiter tout le monde. Et l'Espagne, depuis toujours, et El Bueso en particulier, ils ont vraiment un programme d'échange de seringues à l'entrée de la prison. Et c'est les surveillants qui demandent à la personne, est-ce que vous vous injectez? Si oui, on a un programme. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment institutionnalisé en Espagne par rapport à Chine. Voilà. Et l'exemple de Montpellier, donc, parce qu'on a depuis 2017 fait une micro-élimination d'hépatite C dans la prison, et cette élimination d'élimination, elle est grâce aussi, il faut le dire, au programme d'échange de sang. Donc il faut que ce soit innovant, il faut que ce soit efficace, transférable d'une prison à l'autre, il ne fallait pas faire quelque chose de local, mais quelque chose qu'on peut faire partout. Donc le modèle qu'on a, nous, à Villeneuve-de-Maguelone, c'est encore resté en anglais, donc voilà, nous, c'est entre le premier jour et la première semaine qu'on fait des dépistages. Donc, on propose le dépistage à l'arrivée. Donc c'est vrai que souvent des collègues me disent le choc carcéral, peut-être, mais quand on est avec la personne, quand on discute avec la personne, si elle veut, on peut lui faire tout de suite. Donc c'est là où on gagne beaucoup de temps. C'est vraiment faire le dépistage. Et on fait tout de suite, on demande, comme je dis, de l'ARN vraiment rapidement, avec HIV, hépatite B, syphilis, chlamydia, tout ce qu'il faut. Et le résultat, on l'a la première semaine, hein, la deuxième semaine, on commence le traitement. Donc en fait, le traitement commence vraiment à partir entre 1 à 3 semaines après l'arrivée de la personne dans la prison. Ça peut prendre un peu de temps parfois pour ouvrir les droits, parce que les droits ne sont pas encore ouverts. Mais entre vraiment la première et la troisième semaine, le traitement peut débuter, quelle que soit la durée de la personne condamnée. Même si elle reste une semaine, un mois, 2 mois, on commence un traitement. Et ce qui fait que l'exemple a été pris à Montpellier, c'est uniquement parce que les personnes qui vont sortir de prison et qui n'ont pas terminé le traitement, on leur donne le reste du traitement. C'est-à-dire, s'il leur reste encore 3 semaines de traitement, ils partent avec les 3 semaines de traitement. Ce qui évite de faire une ordonnance, de chercher un rendez-vous, ou voilà, donc qu'il y ait beaucoup de pertes là-dedans. Donc, entre la première et la deuxième semaine, on donne des traitements de substitution, bien sûr, si besoin, méthadone, Subutex, et maintenant on a du Vidal. On fait la réduction des risques, hein, donc ça veut dire on discute avec la personne qui consomme du crack ou qui s'injecte peut venir faire un échange de seringues, ça reste un échange de seringues. Et puis, pour les personnes à risque, on leur donne la naloxone en prison, pas uniquement à la sortie, mais quand on sait qu'ils usent des opiacés ou qu'ils prennent autre chose, on leur donne de la naloxone en prison. Ensuite, donc, le traitement, donc, c'est vraiment 8 semaines. Malgré les 8 semaines de traitement, on arrive à compléter entre 85 et 90% qui finissent. Ça veut dire qu'il y a quand même 10 à 15%, malgré 8 semaines, sortent. Donc ça veut dire qu'il y en a parfois des peines courtes qui sortent, mais ils vont sortir avec le traitement, ce qui va favoriser les choses. Alors les autres succès, donc, je vous ai dit, en Espagne, c'était surtout la télémédecine qui a fait qu'ils ont des très bons chiffres. Le Milan, c'était la vaccination, et Berlin. Donc, ces expériences montrent bien que la prison peut devenir un moteur de santé publique. Et la dernière partie, bien sûr, hein, de ce toolkit, c'est le monitoring. Comment suivre le suivi. Donc pourquoi? Parce qu'on a besoin des datas.
Hein. On a vu tout à l'heure que dans certains pays, il n'y a pas de data. S'il n'y a pas de data, on ne peut pas savoir aujourd'hui quelle politique sanitaire mettre en place. Combien de personnes sont testées, combien sont traitées, combien sont guéries. Vous allez voir que c'est important d'avoir ces chiffres-là. La continuité des soins. La libération reste un moment critique, hein, on le sait tous. Hein, aujourd'hui, on a un paradoxe en France quand même. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choses dans la santé en prison. Au début, quand moi j'ai commencé, il y a 28 ans en prison. Donc vous voyez, j'ai commencé avec l'arrivée des traitements de substitution dans la prison. Donc à l'époque, on nous demandait la continuité des soins. Donc la personne qui est rentrée, qui avait des soins, il fallait continuer les soins à l'intérieur. Donc on a fait la continuité des soins, on a développé des soins, on a proposé des soins, on a initié des soins. Sauf que maintenant, quand ils sortent, ils ne sont même pas continués. C'est-à-dire que la continuité maintenant ne se fait plus à la sortie de la prison. Donc on est en train de revenir à l'inverse. C'est-à-dire que c'est nous qui demandons maintenant à nos collègues, on voudrait de la continuité des soins à la sortie de prison. Donc, vous voyez, le problème s'est inversé en une trentaine d'années. La libération reste vraiment un moment critique. Il manque, à mon avis, en France, on est en train de faire une expérimentation à Montpellier, où maintenant, à l'unité sanitaire, on a notre propre assistante sociale qui va travailler pour nous, avec nous. Hein, c'est un budget d'ARS, on a obtenu un an par l'ARS pour montrer pourquoi il faut une assistante sociale dans la prison, en quoi ça peut servir en dehors du SPIP, en dehors de tout le monde. Hein. Donc, elle est vraiment dans l'équipe médicale, ça c'est important. Lutter contre la stigmatisation, c'est la chose la plus dangereuse. La stigmatisation fait que les personnes ne viendront pas se faire dépister, ne viendront pas se faire traiter, et c'est ce qui va continuer. Donc parler de médecine au milieu pénitentiaire, parler de personnes détenues, pas détenues, donc dire vraiment une personne, parce que détenu c'est pas un travail, c'est pas une voilà, ça reste une personne avant tout, donc mettre le mot personne, et donc une approche centrée sur la personne. Les droits humains et l'équivalence de soins, donc je vous recommande tous, hein, si vous avez le temps, de télécharger aussi les règles de Mandela, qui sont l'ensemble de règles à minima des Nations Unies pour le traitement des personnes détenues. Et on va vous demander vous aurez dedans, on rappelle un petit peu que la personne détenue doit avoir le même accès aux soins que la communauté et de vraiment garantir l'accès comme une obligation éthique et légale. Donc la micro-élimination de l'hépatite C, c'est quoi? C'est 80 à 90% des personnes dépistées. Parce que c'est vrai qu'avec beaucoup de collègues, par exemple, certains vont me dire, on a eu 10 personnes hépatite C, on a traité 10 personnes. C'est très bien. Mais combien de dépistage? Si vous avez dépisté 40% de la personne population, vous n'avez pas tout fait. Donc il faut arriver vraiment à 80-90% des personnes dépistées. Ou au moins documenter, j'ai envie de dire documenter, parce que si vous avez une personne qui rentre en prison et qui vous dit j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps, si c'est il n'y a pas longtemps, vous allez mettre négatif, si c'était il y a 6 ans, c'est pas valable. Donc il faut vraiment que ce soit documenté le plus possible. 90% traités et plus de 90% guéris, c'est comme ça qu'on arrivera à parler de micro-élimination d'hépatite C dans les prisons. Voilà. Donc en conclusion, l'élimination des hépatites en prison est possible. Voilà, le traitement existe, les modèles réussis aussi existent. Agir en prison, c'est vraiment protéger la société, hein, c'est pour ça qu'on parle de santé publique. Si on néglige les prisons, on va échouer dans l'élimination, mais si on agit tous ensemble, elles peuvent devenir un moteur de santé publique et de justice sociale. Donc, au nom de Health Without Barriers, de UDA et CDC, on vous appelle à agir maintenant et je vous remercie de votre écoute.